Bonjour, dans le cadre de Octobre Santé, nous accueillons aujourd'hui le docteur Bernard Lalanne, qui est anesthésiste réanimateur à l'hôpital Saint-Joseph, qui est aussi responsable du service de la réanimation cardiaque dans ce même hôpital. Docteur Lalanne, donc bonjour. Aujourd'hui, nous allons donc parler des complications du Covid. Alors, première question, pouvez-vous nous parler un peu de l'épidémiologie de ce Covid et surtout, avant de nous parler des formes graves que nous verrons tout à l'heure, de nous faire une petite mise au point épidémiologique. Docteur Carvalho, bonjour à tous. Alors vous avez raison de poser cette question parce qu'à propos de la Covid-19, nous entendons un petit peu tout et son contraire. Donc actuellement, depuis le 1er mars, nous avons en France 33 000 décès, voire un peu plus liés à la Covid-19. Un tiers de ces décès sont survenus dans les EHPAD et toutes les semaines viennent se rajouter 70 000 à 80 000 nouveaux cas. Sur ces 70 000 cas, 6% des patients vont être hospitalisés, un peu plus de 1% va être pris en charge en réanimation, et malheureusement, 0,6% des patients vont décéder. Ces patients qui décèdent ont deux points communs. 92% des patients qui vont décéder ont plus de 65 ans. Donc ce sont nos aînés qui sont le plus souvent la cible de ce coronavirus. Le deuxième point, c'est que 2 tiers des patients présentent des comorbidités, une voire plusieurs comorbidités. Quelles sont ces comorbidités? Ces comorbidités sont une pathologie cardiaque dans un tiers des cas, une hypertension artérielle pour un quart des patients, le diabète, 16 à 17% selon les séries, des pathologies respiratoires, rénales ou vasculaires, et l'obésité, 6% des cas. Alors cette obésité, je vais un petit peu insister dessus, parce que cette obésité décale les formes graves de la Covid-19 vers les sujets et les tranches d'âge qui sont plus jeunes. Qu'est-ce que l'obésité? L'obésité se définit avec l'indice de masse corporelle, qui est le rapport entre notre poids divisé par la taille au carré. Si vous avez un indice de masse corporelle qui est supérieur à 25, vous avez une forme d'obésité qui est modérée. Par contre, si vous avez un indice de masse corporelle qui est supérieur à 30, vous avez une obésité qui est grave. Et une chose est sûre, c'est que la gravité de la forme du Covid-19 est corrélée à notre obésité. Alors, effectivement, vous avez bien fait de parler de l'obésité, des problèmes essentiellement cardiovasculaires et métaboliques. Pouvez-vous nous démystifier en quelques mots les mécanismes intimes de cette pandémie? Alors, expliquer clairement en quelques mots est un petit peu difficile, mais le coronavirus va s'attaquer à une enzyme, l'enzyme de conversion de l'angiotensine 2, vous pouvez oublier tout de suite le nom de cette enzyme, mais cette enzyme a deux particularités. C'est qu'elle intervient au niveau de la régulation de notre pression artérielle, donc on aura tout intérêt à être parfaitement stable sur notre plan tensionnel. Et la deuxième particularité de cette enzyme, c'est qu'elle est présente de manière ubiquitaire sur toutes les cellules vasculaires, artères et veines au niveau de notre organisme. On retrouve ces cellules, cette enzyme, au niveau des cellules de notre poumon, du rein, du tube digestif, du cerveau, on le retrouve de partout. Et c'est comme ça que le coronavirus va pénétrer dans notre organisme. Et nos organes vont se défendre par une réponse immunitaire. Et cette réponse immunitaire peut devenir une véritable tempête immunitaire qui va libérer tout un tas de médiateurs qui vont entraîner une défaillance polyviscérale irréversible qui va tuer nombre des patients. Donc, avec tout ce que nous entendons, y a-t-il réellement des formes graves? Et si oui, quelles sont ces formes graves? Alors, fort heureusement, la plupart des formes sont bénignes, si l'on peut dire. Je ne vais pas vous parler du sujet qui présente une toux, un peu de fièvre, est un petit peu essoufflé. Mais les formes graves sont là et sont bien réelles. Il y a tout d'abord les formes respiratoires les plus connues. Les formes graves respiratoires apparaissent 8 à 10 jours après le contagion. Elles peuvent nécessiter même une intubation, voire une ventilation contrôlée dans un service de réanimation. La péjoration des manifestations respiratoires, en particulier chez les sujets sains, sans autre comorbidité, peut très bien s'expliquer par une atteinte directe des centres respiratoires au niveau du tronc cérébral. Et du coup, nous avons des variations interindividuelles entre la symptomatologie clinique et la réponse aux différentes thérapeutiques. Et là, une fois de plus, l'obésité joue un rôle. Une chose est sûre, c'est que quelqu'un qui est obèse aura 80% de chance ou de malchance de présenter une pneumopathie grave par rapport aux autres. Les atteintes cardiaques, peut-être un petit peu moins connues, sont de très mauvais pronostics. Elles surviennent chez des patients qui ont déjà une atteinte cardiaque préexistante le plus souvent.
Et il existe une corrélation pathologie cardiaque préexistante, atteinte cardiaque de la Covid et décès. Ce peut être une myocardite, un syndrome coronarien, une complication thromboembolique. Elle peut revêtir différents tableaux. La myocardite est due à une pénétration du virus à l'intérieur des cellules du myocarde et elle a une réponse inflammatoire. Ça peut être une simple douleur thoracique, au même titre que ça peut aller jusqu'au choc cardiogénique, avec la défaillance cardiaque. On peut faire un syndrome coronarien aigu, c'est-à-dire l'équivalent d'un infarctus. Il s'agit d'un déséquilibre entre les besoins d'oxygène de notre cœur et l'apport de l'oxygène que nous apporte ce sang qui n'est pas bien oxygéné. Il peut y avoir des troubles du rythme qui n'ont rien de pathognomonique, et surtout il peut y avoir des complications thromboemboliques ou des manifestations thromboemboliques, si bien que 30% des patients admis en réanimation ont ou vont présenter une phlébite et ou une embolie pulmonaire. Les complications rénales et neurologiques, après complications rénales, très difficiles à évaluer puisque un peu silencieuses. En tout cas, 20% des patients admis dans la réanimation vont présenter une insuffisance rénale et certains d'entre eux auront besoin d'être dialysés. Le dernier tableau, les dernières formes, les manifestations neurologiques qui peuvent être centrales ou périphériques. Manifestations centrales, un tiers des patients va présenter des céphalées, des troubles de la conscience, une omnibiliation. On peut même avoir des crises convulsives, voire des accidents vasculaires cérébraux. Les atteintes périphériques, c'est la fameuse perte, ou ce sont les fameuses pertes du goût et de l'odorat, qui se rencontrent surtout chez les sujets jeunes, en particulier les dames, et qui sont réversibles en quelques semaines. Par contre, en l'absence de retentissement de réversibilité de ces signes, surtout n'hésitez pas à contacter votre ORL pour commencer une rééducation, tout ce qu'il y a de plus précoce. Et après les manifestations centrales et périphériques, il peut y avoir des effets collatéraux. Ce sont les patients qui vont en réanimation et qui vont présenter une neuromyopathie de réanimation parce qu'ils ont été sous respirateur, ils ont été sédatés, ils ont été curarisés. Et donc à partir de là, ils vont présenter cette neuromyopathie qui va nécessiter plusieurs semaines, voire plusieurs mois de rééducation. Alors voilà, vous avez effectivement, vous m'avez pratiquement marché sur la langue, parce que certains prétendent effectivement qu'il y a des séquelles, mais bon, alors ces séquelles, vous les avez un peu citées. Est-ce que vous pouvez y revenir là-dessus? Parce que bon, aujourd'hui, dans cette maladie, on entend tout, il y a à boire et à manger. Et donc, est-ce qu'il y a véritablement des séquelles? Et s'il y a des séquelles, quelles sont-elles? Alors, dans la manifestation de la maladie du Covid-19, il y a les formes bénignes, heureusement, 80% des cas. Il y a des formes graves dont on entend parler. Mais malheureusement, il va bien y avoir des séquelles, et les séquelles commencent à apparaître. C'est une maladie qui va se pérenniser sous différentes formes. Les complications ou les séquelles respiratoires, c'est essentiellement la fibrose pulmonaire. La fibrose pulmonaire va se manifester par une altération des échanges gazeux au niveau de nos poumons, par une augmentation de la sensibilité aux infections. Et ce sont surtout nos aînés, les personnes âgées, qui vont faire les frais. Même une fibrose pulmonaire modérée va augmenter la mortalité chez les sujets âgés. Les atteintes cardiaques, l'insuffisance cardiaque, ça peut être une insuffisance cardiaque gauche ou droite, peu importe, mais le cœur qui a présenté une myocardite, un infarctus, qui a eu des embolies pulmonaires, qui doit marcher pour oxygéner son cœur, qui doit faire avec la fibrose pulmonaire qui oxygène pas bien, voilà, tout ça peut aboutir à une insuffisance cardiaque droite, gauche, voire globale. Les complications rénales, là aussi, la réversibilité de l'atteinte rénale n'est pas obligatoire. Donc il faut se faire suivre auprès de notre médecin traitant pour voir s'il n'y a pas une insuffisance rénale résiduelle qui peut apparaître. Et les séquelles neurologiques, elles aussi, même si le virus qui est rentré par les voies olfactives au niveau du cerveau et qui est sans, ne fait pas parler de lui, il peut très bien se manifester d'ici quelques décennies par une dégénérescence neurologique plus précoce que prévu. On peut avoir une diminution de la force musculaire. On imagine très bien qu'après 3 semaines ou 4 semaines de soins intensifs ou de réanimation, on a une diminution de notre tonus musculaire qui là aussi va demander des mois de rééducation. Et la dernière complication, disons la dernière, une des complications aussi très fréquentes, ce sont les troubles psychologiques, voire psychiatriques, non seulement chez les patients qui ont été en réanimation, si on conçoit tout à fait, mais chez les soignants et chez tout le personnel médical et paramédical. Alors, merci pour effectivement cette large revue. Avons-nous vraiment des traitements pour ces séquelles? Bien, comment essayer de les prévenir? Je pense qu'en réanimation, vous devez effectivement penser à cette fonte musculaire dont vous parlez, donc ces complications
liées à la fibrose pulmonaire. C'est effectivement compliqué après quelqu'un qui a été intubé et ventilé. Qu'est-ce que nous avons aujourd'hui comme arsenal thérapeutique pour éventuellement prévenir ces séquelles? Alors, je ne vais pas rentrer le discours de tel médicament ou tel médicament, de telle technique de réanimation ou autre. La chose que nous pouvons déjà tous faire, c'est perdre les quelques kilos que nous avons en trop. Essayer de bien équilibrer notre tension artérielle, aller voir notre médecin traitant pour voir si nous n'avons pas le diabète ou voir l'équilibrer le mieux possible. Et si nous avons la malchance d'avoir présenté une forme grave de cette Covid-19, il faut nous faire suivre régulièrement pour voir s'il n'y a pas une séquelle neurologique, une séquelle rénale, si sur le plan respiratoire ou cardiaque, nous ne méritons pas d'être équilibrés. Et surtout, ce que recommande l'Académie de médecine, c'est de recommencer à faire du sport le plus rapidement possible, et en particulier la marche qui est le plus facile. Donc, merci, docteur Lalanne, de nous avoir permis quand même de mieux comprendre ce Covid. On a encore beaucoup de choses à apprendre, certainement. Merci du temps que vous avez pris pour pouvoir nous consacrer voilà, cet intérêt pour l'Octobre Santé dans notre mairie 11-12 et à une prochaine. Merci. Merci beaucoup, docteur Carvalho.